Deuxième partie, les facteurs influençant négativement le système immunitaire. Tout d'abord, voyons l'hygiène de vie et le système immunitaire. Notre santé est le reflet de notre alimentation, de notre hygiène de vie et de notre gestion des stress. Les facteurs influençant notre santé sont autant de nature psychique que physique, comme nous allons le voir, et assurément, il vaut mieux prévenir que guérir. D'un point de vue physique, cela se résume à bien manger, bien éliminer, bien respirer et bien dormir. Bien manger, c'est une évidence. L'état de notre corps physique dépend de l'alimentation qu'on lui apporte. On sait par exemple que chez l'animal, la qualité de sa viande dépend de ce qu'on lui a donné à manger. Nous sommes des animaux, donc la qualité de notre corps dépend de notre nourriture. À l'instar d'un véhicule à qui l'on apporte du carburant pour fonctionner, s'il n'est pas de bonne qualité ou pas adapté, la panne sera plus ou moins proche. Concevoir son plateau repas avec de la malbouffe industrielle, c'est comme mettre de l'essence dans un moteur diesel. Notre sensibilité actuelle aux maladies, qui sont beaucoup d'origine inflammatoire, peut être incriminée à notre mauvais carburant, qui n'apporte pas les bons nutriments à notre corps, l'encrasse et l'affaiblit. Pour y remédier, adopter une alimentation saine que l'on peut compléter si besoin par des compléments vitaminiques est la base pour s'assurer un bon système de défense. Je le détaillerai dans la troisième partie. De plus, les produits alimentaires modernes, transformés, contiennent énormément d'additifs, conservateurs, exhausteurs de goût, colorants, qui interfèrent avec notre physiologie et intoxiquent petit à petit notre corps. Tous ces toxiques, dont font aussi partie l'alcool et le tabac, affaiblissent nos défenses, sont énergivores et immunodépresseurs. La sédentarité est un autre ennemi de notre santé. Elle promeut l'accumulation des toxines, la stagnation des flux, fluidiques et énergétiques, et provoque blocage, tension, inflammation. L'exercice physique peut agir positivement sur notre système immunitaire. Il permet l'élimination des toxines et donc des sources inflammatoires et une meilleure oxygénation des tissus. Aussi, la pratique du yoga sur le long terme régule les molécules inflammatoires, alors que le tai chi impacte positivement les populations lymphocytaires. Une mauvaise respiration, très superficielle, c'est-à-dire pulmonaire, et très peu abdominale, va limiter les échanges, l'élimination des toxines et l'apport d'oxygène et d'énergie. Le manque de mouvement abdominal et de stimulation intestinale peut jouer un rôle important car notre ventre est notre troisième cerveau, après celui de notre tête et de notre cœur. Et c'est un acteur majeur de notre système neuro-immuno-endocrine. Il est donc important de bien respirer en sollicitant tout notre thorax, mais aussi notre abdomen. Le sommeil, quant à lui, qui nous permet de nous régénérer, assure aussi notre rythme quotidien interne. Celui-ci est censé être synchronisé sur les rythmes de la nature. Notre sécrétion hormonale en dépend. Mais nombreuses sont les personnes dans nos sociétés modernes qui ont des problèmes de sommeil, car trop stressées et désynchronisées. Le manque de sommeil et un sommeil de mauvaise qualité ont des effets négatifs sur la résistance de l'organisme aux infections. Nous en venons au stress et à notre état psychique et son impact sur notre santé globale. Et comme le dit poétiquement Dr Theo Arides en introduction de la revue Clinical Therapeutics, stress, inflammation et auto-immunité sont les trois modernes Erinnyes, que l'on appelle aussi déesse vengeresse, signifiant par là que ce sont les trois conséquences néfastes de notre mode de vie moderne et je dirais même de notre éloignement à notre nature véritable. Alors voyons les émotions et le système immunitaire. L'impact des émotions sur notre santé n'est pas une notion récente, puisque Hippocrate déjà considérait que nos états mentaux influençaient notre corps physique. Il conseillait par exemple à ses patients de contenir leur colère afin de ne pas exacerber leur asthme. Ce domaine de recherche s'est développé dans les années 70 et a donné lieu à une nouvelle discipline, la psychoneuroimmunologie, qui étudie les interactions entre le psychisme, les systèmes nerveux, endocriniens et immunologiques. L'impact du stress sur nos différents systèmes biologiques est donc clairement et solidement démontré, l'axe HPA, hypothalamique pituitaire adrénal, étant le coordinateur. Cet axe, qui fait donc intervenir l'hypothalamus, puis la glande pituitaire ou hypophyse, puis les glandes surrénales, répond à toute forme de stress en induisant une réponse fight or flight, c'est-à-dire lutte ou fuite en français. Cette réponse, nécessitant la mobilisation de tout le corps et de ressources notamment énergétiques considérables,
court-circuite d'autres fonctions biologiques en les mettant sur pause, comme c'est le cas pour le système immunitaire. C'est un système qui est adapté à un stress intense et aigu et qui permet une réponse rapide et puissante afin d'assurer la survie, ce qui nous a été vital dans les premiers temps de l'homme. L'action de ce système passe par des médiateurs bien connus, comme l'adrénaline, le cortisol et certains neuropeptides, l'épinéphrine par exemple. Le cortisol étant réputé pour inhiber la réaction inflammatoire. Lorsqu'un stress devient chronique, l'effet peut s'inverser du fait d'une résistance des cellules au cortisol, d'une inhibition de leur récepteur, provoquant ainsi la persistance d'un état inflammatoire à bas grade qui constitue un terrain fertile pour le développement d'hypersensibilité dermique comme le psoriasis, l'eczéma ou de pathologies métaboliques comme le diabète, l'artériosclérose, l'Alzheimer, des maladies qui sont dites de civilisation. Alors il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pensé. Et nous avons tous et chacun un certain nombre de comportements enregistrés, de peur et de stress acquis et mémorisés. Cela provient de notre environnement de vie, de notre histoire, de notre éducation et conditionnement sociétal, ainsi que de notre propre sensibilité, plus ou moins forte selon chacun. Nous avons ainsi associé une odeur, un goût, un son, un objet, une situation physique ou mentale à une sensation, à des émotions ressenties dans notre corps et à une interprétation mentale. Ainsi se conditionnent et se mémorisent des dangers pour notre organisme. Tout événement amenant à une réactivation de ces peurs, de ces angoisses, faisant appel à différentes zones du cerveau, va conduire à l'élaboration d'une réponse qui passe par l'axe HPA, que le danger soit réel ou non. Ce sont des réflexes conditionnés, comme les réflexes pavloviens, des programmes de réponse enregistrés par apprentissage. On peut ainsi être transi de peur en voyant une image à la télévision, ou encore saliver en visualisant un citron juteux. Que le danger soit réel ou pas, nous réagissons. Et malheureusement, dans nos sociétés surstimulantes, de plus en plus connectées, où l'individu est sans arrêt sollicité par toutes sortes de stimuli au quotidien, notre système limbique émotionnel est soumis à rude épreuve avec des conséquences dévastatrices. Les émotions négatives sont à l'origine de nombreux stress profondément délétères pour notre santé physique et psychique. L'impact du stress, en particulier sur le système immunitaire, est un phénomène bien connu et largement étudié. Le stress des étudiants en période d'examen est notamment reconnu pour induire un affaiblissement de leur système immunitaire, les rendant plus susceptibles aux infections et aux problèmes de peau d'origine inflammatoire, psoriasis par exemple ou dermatite allergique. Les poussées d'herpès sont souvent en lien avec ces périodes stressantes. Et également, quand on fait des vaccinations, cela donne souvent de moins bonnes sérologies pendant ces périodes. D'autres stress plus pernicieux ont un impact négatif sur notre défense immunitaire sans que nous en ayons conscience. Ainsi, la qualité des relations que nous entretenons dans notre foyer, avec notre conjoint ou nos enfants, impacte notre santé. Les difficultés interpersonnelles chroniques accentuent l'expression des molécules de signalisation qui favorisent l'inflammation, expliquant sans doute les excès de morbidité associés au stress social, comme les maladies inflammatoires, comme la dépression, l'artériosclérose. Enfin, le stress qui semble le plus impactant, le plus annihilant pour notre système de défense interne est l'isolement social, la solitude. Selon un spécialiste, Steve Cole, l'isolement social est le facteur social et psychologique le plus puissant et le plus avéré comme déclencheur de maladies. Rien ne peut lui être comparé. Les études épigénétiques ont montré que 209 gènes ont une expression différentielle selon que l'on soit isolé ou entouré socialement, et que la plupart de ces gènes jouent un rôle majeur dans les réactions immunitaires aux inflammations. Cela explique ce qui avait été observé chez des malades du sida, qui succombaient plus rapidement à la maladie s'ils étaient solitaires. Il a d'ailleurs déjà été montré chez l'enfant que le contact avec des personnes aimantes, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, pouvait suffire à améliorer leur état de santé. Nous le verrons plus loin dans la troisième partie. Les perceptions positives de l'esprit améliorent ainsi la santé en stimulant les fonctions immunes, alors que l'inhibition de l'activité immune par des perceptions négatives peut entraîner la maladie. L'entourage est donc d'une importance capitale,
mais également la manière dont on perçoit l'environnement. La perception de la dangerosité du monde et donc de la vulnérabilité explique des différences observées dans l'expression génétique immunitaire. Ainsi, la peur de contracter tel microbe, de développer telle maladie, peut suffire à ce que nous la développions. Toutes les peurs sont susceptibles de nous rendre plus vulnérables aux infections. On sait également que les personnes ayant vécu un traumatisme et souffrant de stress post-traumatique présentent un dérèglement dans la sécrétion de cytokines inflammatoires comme IL-12 ou interféron gamma par leurs globules blancs, ce qui altère leur capacité à répondre efficacement à une infection. Pour résumer, le système immunitaire est un système très sensible, en interaction constante avec notre système nerveux et notre système émotionnel. Un stress aigu court-circuite le système immunitaire en régulant l'inflammation. Un stress chronique induit une résistance aux molécules anti-inflammatoires, donc un état inflammatoire à bas bruit, qui diminue les capacités du système immunitaire à répondre efficacement à une infection. Cette inflammation chronique est amplifiée par notre alimentation déséquilibrée. Nous verrons cela en détail dans la troisième partie. En plus d'affaiblir le système immunitaire, elle contribue à de nombreuses comorbidités susceptibles d'aggraver les symptômes d'une maladie infectieuse, comme une fragilité pulmonaire, une sensibilité de la paroi des vaisseaux sanguins ou de l'intestin, une modification de la fluidité du sang. Je ne peux m'empêcher quelques réflexions face à la crise du Covid qui a généré nombre de peurs, aggravées par les médias. Ces peurs, bien que légitimes, ont pu contribuer à une vulnérabilité de la population et potentiellement au développement et à l'expansion de la maladie. La peur d'être malade, de souffrir, la peur de mourir, de contaminer ses proches, mais aussi l'insécurité professionnelle et financière qui a découlé de cette crise. De plus, fort est de constater que ce virus de la Covid-19 a touché plus gravement et préférentiellement ceux qui avaient des comorbidités, soit avec des états inflammatoires de bas grade, des problèmes cardiovasculaires, susceptibilité pulmonaire aux infections, diabète. Je me suis aussi posé la question du rapport bénéfice-risque réel de l'isolement, du confinement, de l'entrave des libertés, de la privation des loisirs et de toutes les sources de joie et d'apaisement psychique et affectif. Il n'y a jamais eu autant de patients d'ordre psychiatrique et pour cause. Les conséquences négatives de cette crise sanitaire, les émotions délétères qu'elle a engendrées, ont fait plus de dégâts que le virus lui-même. Les conséquences psychiques, mentales de l'infection sont du même ordre. Les patients qui se rétablissent présentent des signes d'anxiété, de dépression, de difficultés cognitives, tout en lien avec un état inflammatoire qui persiste et un axe neuroendocrine HPA dysfonctionnel. La peur de la récidive, de garder des séquelles, renforce cet état. Un constat simple découle de tout ceci. Il est primordial de gérer au mieux ces états inflammatoires chroniques. Cela passe par une hygiène de vie, une alimentation saine et une gestion du stress, dont nous allons voir les bénéfices dans la troisième partie.